Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, les taux se resserrent en Angola autour du clan Dos Santos. La campagne anticorruption s'intensifie avec l'arrestation d'Ismaël Diogo da Silva, président de la fondation du nom de l'ancien président. Depuis son arrivée au pouvoir il y a un an, le chef de l'État João Lourenço a lancé une vaste purge. Un assainissement de la vie politique et du climat des affaires est-il encore possible dans ce pays gangréné par des années de corruption? Je poserai la question à mes invités. Les économies d'Afrique de l'Ouest sont-elles en passe de se stabiliser après les contre-coups de la chute des cours des matières premières? L'UMOA annonce ses perspectives pour 2018. La zone table sur une légère hausse de la croissance. Puis les défis du continent en matière d'éducation. Aujourd'hui, 80% des enfants africains en âge d'aller à l'école primaire sont scolarisés contre 60% en 2000. Mais la question de l'accès à l'école est loin d'être réglée. Nous nous pencherons sur le cas du Mali. Et voici nos invités de ce soir. Monsieur Raphaël Goma, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes ancien chercheur à l'Université Paris 13 Villetaneuse. À mes côtés, Monsieur Makaïla Gebla, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes journaliste et blogueur. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci. Place tout de suite à l'actualité politique. En Angola, la lutte anticorruption prend des allures d'une purge spectaculaire et ciblée. Une opération main propre en moins de 15 jours. 4 figures proches de l'ancien chef de l'État, José Eduardo dos Santos, ont été placées en détention provisoire. Dernière personnalité en date, Ismaël Diogo da Silva, président de la fondation Eduardo dos Santos. Il est cité dans une affaire de corruption de 20 millions de dollars. Victoria Sedji. Vendredi 28 septembre, en Angola, Ismaël Diogo da Silva, un autre proche de l'ex-président José Eduardo dos Santos, a été arrêté. Ce haut fonctionnaire du ministère des Transports et président de la fondation dos Santos est incarcéré à l'est de Luanda, la capitale. Une arrestation parmi tant d'autres qui suscite d'autres interrogations. Il va être difficile d'établir que la justice angolaise est en train de servir les desseins du politique. C'est-à-dire si la justice agit pour satisfaire les stratégies politiciennes de l'exécutif, en ce moment, on peut effectivement établir qu'il y a bien une chasse aux sorcières, mais un tel scénario va certainement déboucher sur une crise politique à court ou long terme. Cette détention s'inscrit dans le cadre d'une affaire de corruption dans laquelle 2 autres hauts fonctionnaires ont été arrêtés vendredi 21 septembre pour blanchiment d'argent et détournement de 20 millions de dollars. Il se peut que ce soit des dossiers qui aient perduré, qui étaient là et que la justice n'arrivait pas à cause de l'influence du politique à faire avancer. À ce moment, il serait possible de dire que le président avait donc influencé la justice dans le sens de ne pas permettre les poursuites contre ses proches. Dès sa prise de fonction en septembre 2017, le chef de l'État, João Lourenço, a déclaré vouloir profondément assainir l'environnement financier et rendre plus crédibles les institutions étatiques. Depuis, de hauts cadres et proches de l'ex-président ont été démis par décret ou arrêtés. Alors, depuis son arrivée au pouvoir il y a un an, le président João Lourenço a lancé une vaste purge pour, en quelque sorte, rassurer les milieux financiers et les investisseurs. Le clan dos Santos est l'une de ses cibles. On l'a vu depuis des mois, le fils, la fille, et puis là, on a un autre poids lourd du camp dos Santos qui est visé par les enquêtes. C'est la preuve ultime que le chef de l'État veut donner pour signifier qu'il en a bel et bien terminé avec le clan dos Santos? Je dirais que ce n'est pas question d'une preuve pour dire qu'il en est fini avec le clan dos Santos. Il faut quand même dire que c'est une opération qu'il faut saluer. Parce qu'en fait, le détournement de fonds et ce qu'on appelle aussi les antivaleurs, disons, dans les États d'Afrique, ont atteint, disons, des proportions vertigineuses. Et donc, il arrive à un moment donné qu'il y ait des citoyens qui prennent le problème à bras le corps. Et c'est ce que fait le président actuel de l'Angola. Donc, un signal
fort envoyé, en tout cas en matière de lutte contre la corruption. Mais bien sûr, c'est un signal fort pour dire aussi à ceux qui viennent, nouvellement bien sûr aux affaires ou aux responsabilités, de dire attention, nous n'allons pas fonctionner comme l'était le gouvernement d'avant. Maintenant, il faudra peut-être qu'il y ait une certaine moralisation de la vie publique et des affaires de l'État. Et je crois qu'il faut saluer cette initiative. Il n'est pas question d'une affaire de chasse aux sorcières, c'est juste une question de moralisation de la vie, disons, publique et des finances de l'État. Makaïla Gebla. Tout à fait. Moi, je pense que cette démarche s'inscrit dans le cadre effectivement de la lutte contre les délits économiques, les délits financiers auxquels le régime de Dos Santos a habitué les Angolais en général. Vous savez, il avait géré ces pays pendant pratiquement 30 ans en donnant des pouvoirs très clés à sa fille, notamment Isabelle, en donnant également, en partageant les pouvoirs également à son fils qui a été arrêté aujourd'hui, pratiquement depuis lundi. Aujourd'hui, effectivement, un homme du sérail qui est tombé. Ça montre effectivement une volonté politique farouche à la lutte contre l'impunité en Angola, parce que vous savez, l'Angola c'est un pays pétrolier réputé en Afrique, mais on a l'impression que toutes ces richesses toute cette demande pétrolière a été gérée par une famille, par un clan, par les caciques du régime. Aujourd'hui, c'est un signal fort, encourageant, du point de vue effectivement de la lutte contre l'impunité et contre la corruption, surtout dans nos pays africains, et surtout des pays immensément riches. Vous avez l'Angola, vous avez les Gabon, vous avez d'autres pays africains qui, malheureusement, la richesse n'est pas gérée de manière équitable et juste, et ça ne va pas effectivement dans les milieux de population qui aujourd'hui sont de plus en plus popularisés. Et l'Angola, je pense que le nouveau président est en train d'envoyer un signal fort, non seulement aux hommes politiques angolais, mais aussi aux décideurs étrangers, aux bailleurs de fonds notamment, qui veulent éventuellement investir en Angola. C'est un pays immensément riche, mais on a remarqué depuis un certain temps, depuis la gestion de ces pays par l'ancien président, aujourd'hui c'est un signal à encourager de notre point de vue. Alors le président qui a parlé d'une volonté d'un miracle économique, donc là il est obligé de procéder à cet assainissement, Raphaël Goma. Oui, il est obligé, mais en fait, il doit le faire parce que quand on voit l'Angola, l'Angola, c'est un scandale financier. C'est un pays richement, comment dirais-je, potentiellement riche, je voulais dire. Mais lorsqu'on regarde, disons, la répartition, disons, des biens au niveau de la population, il y a un contraste. Et il y a une minorité, pour dire le clan Dos Santos, mais pas seulement le clan, même les amis. Donc ils se sont enrichis au détriment, bien sûr, des populations. Je pense que c'est une mesure salvatrice qu'il faille vraiment mener à fond. Et j'ose espérer qu'effectivement, les organismes, disons, financiers vont l'accompagner, disons, dans cette procédure pour effectivement, non seulement viser seulement le clan Dos Santos, mais n'oubliez pas qu'il y a les corrupteurs et les corrompus. Parce que l'Angola est un pays, on vient de le dire, qui produit du pétrole. Et là où il y a le pétrole, il y a des affaires. Et là où il y a des affaires, il y a, disons, je dirais, des délinquants financiers. Et donc, il faut aussi combattre ces délinquants financiers qui sont aussi étrangers, pas forcément angolais. J'ajouterais également que, Zara, le problème est simple, c'est que quand vous confiez à des postes à responsabilité à votre fille, la compagnie pétrolière, quand vous donnez à votre fils le fonds angolais de redressement économique, quand vous donnez en fait, à votre entourage immédiat des postes clés stratégiques de financement, il est tout à fait normal que les nouvelles autorités puissent quand même les mettre dans leur trajectoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit les enfants d'Edouard, que ce soit l'entourage politique, est aujourd'hui dans la cible de nouvelles autorités. Et ce qui est tout à fait normal. Quand vous savez, je prends l'exemple du Sénégal, à l'époque, quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, il a ciblé qui? Il a ciblé Karim Wade. Je me rappelle également quand la chute de Gaddafi, quand Gaddafi est tombé, on a ciblé qui? Saif al-Islam. Donc pour moi, je pense que c'est des démarches qui sont tout à fait normales pour non seulement assainir les économies africaines, mais aussi l'économie de l'Angola. Et quand même, c'est pas un pays, c'est pas un tout petit pays, c'est un pays quand même immense dans la sous-région. Il faut absolument que l'accent soit mis sur la lutte contre la corruption afin que ces pays puissent retrouver effectivement son espace de leader dans la sous-région. Et j'ajouterais d'ailleurs sur cet aspect que cela fera jurisprudence parce qu'aujourd'hui on parle, disons, de Dos Santos et de ses enfants et de son clan, mais demain on parlera de Denis Sassou Nguesso, de son clan et ses enfants, et après-demain peut-être on parlera de Bongo et ses enfants, ses neveux, et peut-être Déby. Donc je crois que ça fera boule de neige dans la sous-région et je crois que ça va doper, disons,
les populations pour dénoncer, bien sûr, ce détournement qui se font vraiment à ciel ouvert, pour ne pas dire, au vu et au su de tout le monde. Alors, pour ce qui est du président angolais, impossible de ne pas y voir une manière pour lui d'asseoir son pouvoir. On sait quand il est arrivé au pouvoir. Beaucoup disaient qu'en réalité, l'ancien président allait en quelque sorte rester aux commandes et donc le président Lourenço finalement a réduit en pantin. Non, mais je pense qu'à travers cet acte, M. Lourenço s'est démarqué totalement, effectivement, des analystes qui ont été poussés par certains observateurs, que ce soit angolais ou bien étrangers, qui ont pensé peut-être que c'est quelqu'un qui est du Sérail et qui pourrait quand même continuer à s'inscrire dans la même... Bon, le premier acte qu'il a posé, c'est d'avoir démis Isabelle de son poste de directrice en Angola. Donc c'était un signal fort. Aujourd'hui, il continue, il poursuit effectivement sa ligne directrice pour assainir ces pays. Et je pense que c'est un signal qui peut peut-être, comme tu l'as dit tout à l'heure, faire tache d'huile dans un certain nombre de pays africains ou gangrénés effectivement par la corruption, gangrénés par, je dirais aussi, par des détournements massifs. Et c'est important pour nous qui sommes observateurs à partir de Paris. Raphaël Goma, est-ce qu'il en a véritablement fini avec le clan Dos Santos? Oui, je pense que le président actuel a fini avec le clan Dos Santos. Il faut dire que c'est un homme qui est resté longtemps dans le sérail. Il connaît bien... Alors c'était véritablement un pilier de l'ancien régime. C'est un pilier, mais c'est quand même... Il est resté aussi un homme, disons, comment dirais-je, clé, un homme clé du système. Et il connaît tous les rouages. Et par conséquent, il s'est bâti aussi une base solide pour pouvoir, parce qu'on ne doit pas tenser Dos Santos sans avoir une base arrière qui puisse vous soutenir. Et de surcroît, je crois que c'est un ancien militaire. Donc, du coup, il doit contrôler l'armée. Et je crois qu'il a tout le pouvoir nécessaire pour pouvoir, disons, mettre fin avec, disons, cette hégémonie qu'avait la famille Dos Santos et pour mettre l'Angola sur des bonnes rails. Je pense que c'est une démarche de rupture, véritable rupture des prédations, aussi des cultures de prédation qui ont été installées dans ces pays depuis un certain temps. Donc l'Angola, vous savez, il y a beaucoup d'argent qui ont été évacués vers Dubaï. Aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre un terme à cette hémorragie financière en Angola. Alors, mais est-ce qu'il en a véritablement les moyens? Oui, moi je pense qu'il en a les moyens. Parce que ce qu'il faut peut-être craindre pour lui, c'est peut-être une force extérieure. S'il touchait les intérêts de certains lobbies financiers, notamment dans le domaine du pétrole, dans le domaine du diamant, ainsi de suite. Mais je pense qu'il a les gages, tout au moins il a le soutien de sa population, parce que la population n'attendait que cela, qu'on mette de l'ordre dans les finances de l'État, qu'on arrête vraiment de piller, disons, le trésor public. Et je pense qu'il en a les moyens et il ira jusqu'au bout. Et moi, je pense que je lui accorde mon crédit pour qu'il fasse ce travail-là, qui permettra à d'autres pays de la sous-région aussi, bien sûr, de se focaliser sur cet aspect d'assainissement, disons, des finances publiques. Tout à fait. Le drame angolais est un drame partagé par beaucoup de pays africains qui immensément sont riches, mais malheureusement, il y a une paupérisation massive, faute de transparence dans nos gestions. Je pense que c'est un signal qui peut nous aider en tant qu'observateurs de la scène politique africaine à pouvoir quand même espérer un jour voir des hommes puissants tomber comme ce qui se passe actuellement en Angola depuis une semaine là. Alors, pour autant, est-ce que ces opérations signifient que l'ancien président José Eduardo dos Santos ne dispose plus véritablement de levier d'influence dans l'appareil d'État? Zahra, aujourd'hui, il assiste impuissant. Depuis lundi, son fils a été arrêté. Il n'y a pas une réaction, que ce soit dans le rang des militaires, des généraux qui lui ont été acquis. Ismaël vient de tomber, ça montre effectivement son impuissance totale à pouvoir quand même revenir aux affaires ou bien donner un signal, un mot assez dur aux nouvelles autorités angolaises. Je pense qu'il n'a pas les pouvoirs nécessaires. Mais il garde quand même toujours quelque peu la main sur le MPLA. Oui, il garde certes la main sur le MPLA, mais je pense que, à mon humble avis, ce qu'il devrait faire, c'est de négocier avec l'actuel président pour essayer de faire de sorte que les fonds qui ont été expatriés puissent rentrer au pays afin qu'il y ait peut-être, disons, un moratoire sur certaines affaires tout
au moins qui concerne ses enfants et sa famille. Je crois que c'est ce qu'il peut faire actuellement. Mais sinon, chercher le bras de fer, je crois qu'il est déjà perdu ce combat pour lui. Mais ça ressemble un peu au Zimbabwe, c'est pareil, c'est le même cas de figure. On a pensé que le président de Chine allait revenir aux affaires et que son défunt n'allait pas avoir vraiment de coup de franche pour quand même mener à bien ses ambitions politiques. Mais aujourd'hui, on assiste à... voilà. Donc moi, je pense qu'il faut faire une similitude entre ce qui se passe en Angola et au Zimbabwe et que les choses peuvent se passer sans heurte. Alors, le fils, la fille de Santos, est-ce qu'on peut imaginer que la prochaine personne qui va être ciblée par le chef de l'État puisse être le président dos Santos, l'ancien président dos Santos? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça puisse être le président dos Santos. Je pense, à mon humble avis, je crois que lui, il sera épargné. Mais tous ceux qui ont tourné autour de lui, qui se sont enrichis illicitement, c'est sûr qu'ils seront poursuivis par la justice. Moi, je pense plutôt, bon, je vais m'opposer à Raphaël, je pense au contraire, tel que les choses se passent actuellement, on dit souvent que le poisson pourrit par sa tête, et il est évident que les démarches des nouvelles autorités pourront quand même atteindre dos Santos lui-même, parce qu'il était aux affaires et il était quelque part responsable. Donc vous pensez qu'il peut éventuellement aller jusqu'à... C'est inévitable en tout cas. Jusqu'au président. Absolument. Très bien. Implicitement, c'est vrai que dos Santos est atteint, mais je ne pense pas qu'on puisse vraiment arriver jusqu'à l'interpeller et l'incarcérer pour détournement de fonds. Non, je pense qu'il y va aussi, parce qu'il y a un aspect politique aussi qu'il faut voir. Il y va aussi de la stabilité du pays, parce que toucher directement dos Santos, n'oublions pas que dos Santos est resté quand même pendant des années au pouvoir, même si aujourd'hui se sont affaiblis, mais il a quand même des partisans et peut-être une frange de l'armée qui est derrière lui, parce qu'il faut éviter le clash. Moi, je pense que si le président Lorenzo est, disons, pragmatique, je pense qu'il laissera d'épargner dos Santos, mais le fait déjà d'incarcérer les enfants, son clan, mais c'est dos Santos qui est affaibli. Moi, je pense que tout dépend de l'issue de l'enquête qui est en cours, parce qu'on ne peut pas, d'une manière très avancée, espérer douter que dos Santos ne pourra pas être atteint. Il faut attendre l'issue de l'enquête qui sera menée en Angola, qu'on puisse quand même avoir beaucoup de visibilité pour analyser mieux la situation. Raphaël Gobin, alors on a comme le sentiment qu'il y a une enquête on sent quand même quelque chose qui se rapproche là de l'ancien président. On sait que ces anciens généraux ont également été cités dans des affaires de corruption. Là, donc on l'a dit à plusieurs reprises dans cette émission. Le fils, la fille, donc il y a quand même quelque chose qui est en train de se dessiner. Oui, il y a quelque chose qui se dessine, Zahra, mais faisons très attention parce que quand les choses se dessinent, il y a les généraux qui sont touchés, n'est-ce pas? Et il y a des politiciens, ainsi de suite. Mais l'armée reste la colonne vertébrale de l'État, du pouvoir en Angola. L'Angola a mené une guerre très intense pour sa libération. Et il y a beaucoup de généraux qui ont été formés et qui se sont enrichis. Si on touche à ces généraux, je pense qu'il arrivera un moment donné où il y aura la grogne au sein de cette armée-là et qui risque d'être très, très fatale pour l'État angolais. Moi, je pense que je ne suis pas d'avis avec Raphaël parce qu'il ne faut pas souvent donner effectivement le plein pouvoir à l'armée et dire en sorte que l'armée puisse être vraiment le dernier rempart. Parce que à vous entendre parler, ça peut se faire. On peut aussi espérer que ça ne peut pas se faire au Congo, au Gabon, au Tchad, où l'armée a vraiment le dernier mot, où les militaires ont le dernier mot. Je pense qu'il faut que l'armée soit complètement dépolitisée pour que vraiment l'agenda judiciaire puisse vraiment être en marche afin que l'impunité, qu'on puisse quand même mettre un terme à cette inculture d'impunité qui gangrène nos sociétés. Je suis d'accord avec toi, il faut que l'armée soit dépolitisée, mais au jour d'aujourd'hui, l'armée angolaise n'est pas dépolitisée. C'est la plus puissante armée dans la sous-région. Alors on sait quand même que les généraux qui ont été visés par ces enquêtes ont été immédiatement remplacés. Absolument. Oui, effectivement, et je crois que c'est là comment dirais-je, le problème essentiel, c'est de remplacer ces généraux, mais alors faire une purge générale. Parce qu'il faudra que tous ces généraux partent en retraite. Peut-être pas les mettre en prison, mais les pousser vraiment à la retraite. Et le moment venu, disons, comment dirais-je, que la justice puisse suivre pour qu'ils rendent compte si réellement ils ont été
mouillé dans les affaires de corruption, de détournement de sous. Tout le monde doit rendre compte. C'est inévitable. Moi, je pense que c'est inévitable. Donc, du coup, les militaires, les généraux dont il parlait pourront être éventuellement interpellés d'un moment à l'autre. Au regard où les choses sont en train de se passer actuellement à Luanda, il est fort possible que les généraux qui ont cru être tout-puissants peuvent être aussi entendus, ou ne serait-ce qu'entendus comme témoins de ce qui s'est passé, les malversations financières, les détournements massifs, l'enrichissement illicite, tout cet aspect des choses, il faut vraiment en mettre un terme pour que l'Angola puisse retrouver, comme tu l'as dit en début de ton intervention, pour que l'Angola puisse quand même être vraiment sur le rail du développement. Et c'est intéressant du point de vue des observateurs, aussi bien des partenaires étrangers. Et même pour la sous-région aussi, parce que c'est un poumon économique moteur, parce que si l'Angola vraiment impulse cet élan économique, je crois que les bénéfices, les retombées se feront sentir dans les autres pays de la sous-région. Absolument. Moi, je partage sur ce coup, c'est son avis, parce qu'effectivement, aujourd'hui, à Libreville, à Brazzaville, en N'Djamena, un peu partout dans les pays africains, il y a une crainte forte, parce que les yeux sont tournés et rivés vers Luanda. Il est évident que les gens doivent aussi trembler dans les palais présidentiels africains. Parce que donc, ce qui se passe à Luanda, que ça puisse avoir un indicateur une influence, fort. C'est ça, un indicateur fort. Inévitablement, ça arrivera au Congo-Brazzaville, ça arrivera en RDC, ça arrivera au Tchad, ça arrivera inévitablement. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur ces opérations anti-corruption menées en Angola. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants et on parlera cette fois économie. À tout de suite. Merci.